Donc j'ai intitulé ma conférence L'humour, l'arme du faible, parce que je me suis aperçue que c'était d'actualité dans les conflits ukrainiens qui s'est déclaré il n'y a pas très longtemps. L'une des premières réactions a été justement le maniement de l'humour. Et Charlie Hebdo a consacré d'ailleurs un numéro spécial de caricaturiste ukrainien. Et c'est, comment dirais-je, la représentation de l'armée russe. Évidemment, on a appris pour son grade, parce que parmi les premières caricatures, enfin celle dont je me souviens en tous les cas, la première qui est sortie, c'était un Hitler géant qui caressait la tête d'un petit Poutine, voilà, qui caressait la tête, et une autre caricature montrait Poutine en train de distribuer des barbapapas en forme de cerveau aux soldats russes, dont vous pouvez comprendre qu'on a diminué la puissance d'une manière assez draconienne. Donc là, évidemment, la guerre, la résistance, l'occupation offrent un moyen immédiat de réduire l'occupant, l'ennemi, l'adversaire, à quelque chose d'assez ridicule. Et c'est en cela que c'est une arme extrêmement puissante. C'est un réflexe civil et civique. C'est-à-dire que on le voit dans ces régions occupées, il y a à Kiev notamment des stand-up organisés dans des caves, des t-shirts où on manie l'humour et dont le bénéfice des ventes est évidemment reversé à l'armée. Et donc ce réflexe un peu universel, moi je l'ai étudié dans la période de l'occupation et je vois évidemment énormément de parallèles dont je vous fais grâce aujourd'hui, mais en tous les cas on peut le retrouver. Alors j'ai commencé cette anthologie, enfin je terminais juste avant le confinement les dépouillements. Et je me suis aperçue que c'est exactement ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire que pour trouver énormément de documents, encore faut-il poser la question. Et j'ai été surprise par la quantité de documents que j'ai retrouvés, et ça a modelé l'approche. D'abord, ça l'a modelé dans l'Empire, c'est-à-dire j'ai inclus dans l'Empire, dans mon corpus absolument tout ce que je pouvais trouver dans les publications de la France libre, qui ont été pendant la guerre, évidemment pas en France, mais en Grande-Bretagne, à Beyrouth, à Brazzaville, à Dakar, à Alger. Mais pour commencer mon propos, j'avais envie de vous montrer quelque chose qui n'est peut-être pas si connu en France, c'est que Hitler a fait les frais de caricature pendant la République de Weimar. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été tellement sous-estimé et il a été croqué dans un magazine qui s'appelle Huck, qui veut dire en allemand la plaisanterie. Et ce numéro du 10 octobre 1930 n'est pas n'importe quel numéro, c'est le jour même où la Cour suprême de Leipzig a jugé des soldats pour appartenance au NSDAP. Et alors, plutôt, ils ont été condamnés à des peines assez faibles, donc 18 mois de prison, mais par contre, ça avait donné une tribune à Hitler pour dire que quand le NSDAP arriverait au pouvoir, des têtes allaient tomber. Et donc, la caricature s'est aussitôt emparée de son discours pour le décrire en chef centenaire d'une tribu tout à fait peu importante, avec un petit tipi derrière, et évidemment une pique et une tête au bout de la pique. Donc, ce magazine, qui faisait partie de la presse satirique berlinoise depuis la fin du 19e siècle, a fait partie de tout un mouvement en réalité de moquerie contre Hitler et les nazis de manière générale, avant leur accession au pouvoir, évidemment. Si je vous dis que ce magazine Ouf a été interdit de publication en 1934, vous ne serez pas extrêmement surpris. Donc voilà une des... Comment est-ce qu'ils sont passés de la suivante? L'espace. Ah, l'espace. Voilà. Ben voilà. Et donc, on est dans le cœur du sujet, puisqu'on a eu pendant l'occupation, et bien, comment dirais-je,
une manière de représenter Hitler qui prenait ses racines dans la culture populaire. Et là, vous reconnaissez son but, quelque chose qui a été très important au XIXe siècle. Ce sont les fameuses caricatures de Philippon, le poids de Philippon, mais à l'envers. Et là, vous avez un tract. Alors, ils sont anonymes, ces tracts, mais avec très peu de moyens, on restitue le visage d'Hitler dont on peut absolument reconnaître la forme ou une autre forme, en forme de potence, avec un message très très clair, je pense, et puis qui peut être élargi à ceux qui le soutiennent, c'est-à-dire c'est soit le sort qu'on lui réserve, soit le sort qu'on leur réserve. Donc on a des figures très particulières et toujours un discours sous-jacent. La première forme de l'humour, c'est ce réflexe civique dont je vous ai parlé, mais il faut tout de suite dire que ce n'est pas une forme figée dans le temps. On a une évolution de cet humour qui est, je dirais, peut-être plus bon enfant au début de la guerre, avec cette très célèbre... je pense que je vais... Ah, voilà. Vous voyez mieux là? Collaborer, c'est être roulé. Hein, alors, premier événement, c'est cette collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est une des missions de l'humour, c'est pouvoir dire, comment dirais-je, faire voler en éclats tout ce que racontent les propagandes et qui est faux. Par exemple, la collaboration d'État, elle est instituée officiellement à l'automne 1940, c'est la fameuse poignée de main de Notoire. Mais ça voulait dire quoi en réalité? Ça voulait dire que de toute façon, les polices collaboraient bien avant, dès l'été 40, et puis c'était censé être une sorte de pacte, un gentleman agreement entre vaincus et vainqueurs pour effacer justement cette distinction vainqueur-vaincu. Et pour le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, c'était aussi l'idée qu'il fallait, comment dire, faire rentrer ce presque 2 millions de prisonniers de guerre et donc traiter avec le vainqueur de manière à être un peu moins vaincu ou en tous les cas pouvoir aménager une collaboration. Alors, on se moque tout de suite de la collaboration. D'abord, on lui met un cas et on met en image quelque chose qui circulait sous l'occupation. Donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. C'était ça le résumé de la collaboration. Et là, c'est mis en image. Donc, c'est le supplément de combat. C'est assez rare d'avoir dans cette presse clandestine les dessins. On en a beaucoup plus dans la presse éditée hors de France. Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure, donnant. Et vous avez reconnu, évidemment, bonnet blanc et blanc bonnet, si j'ose dire, sachant que c'est toujours Laval qui est je dirais, au hit parade des traîtres, c'est toujours Pierre Laval. Donc, le thème de l'humour a été très présent, si bien qu'avant même la fin de la guerre, en décembre 1944, il y a une association d'humoristes qui a été créée à Toulouse et qui a mis sur pied cette exposition à la Chambre de commerce de Toulouse et qui a rassemblé tous les dessins, voilà, j'ai largué mon propos, tous les dessins qui ont été fabriqués pendant la clandestinité. Alors, pas seulement dans la résistance, mais aussi dans les camps d'internement, dans les prisons, dans les camps de concentration, avec l'idée que la liberté retrouvée, eh bien, on pouvait retrouver le chemin de l'humour, puisque les censures, que ce soit les censures allemandes ou les censures françaises, ne plaisantaient absolument pas avec ces caricatures et ces jeux de mots. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, en visitant il y a quelques semaines le musée de la résistance et de la déportation de Besançon, qui a été refait et qui est absolument splendide, je suis tombée sur un caricaturiste que je ne connaissais pas, qui s'appelle Denis Guillon, et qui donc est un caricaturiste de métier, hein, avant d'entrer dans le corps franc de l'OCM, l'organisation civile et militaire. Et alors j'ai trouvé, ça je l'aurais mis dans l'anthologie si je l'avais trouvé avant, mais c'est quelqu'un qui, pendant donc son internement, donc il est à Buchenwald et il est dans ce commando de Wilhelmshaven,
Et là, vous avez ces dessins, je ne sais pas s'ils apparaissent clairement derrière moi, parce que je ne peux pas voir, mais vous voyez, voilà, une conception du travail un peu nonchalante, on va dire, avec le gardien qui les garde, qui est en train de dormir, et des travailleurs qui ne sont pas très appliqués à travailler avec un soleil derrière des nuages qui les regardent l'air menaçant. Mais donc ça, c'est assez rare, ça, je ne l'avais pas trouvé avant. Ou d'autres, euh, euh, toujours dans le même commando de Windsor, mais cette fois-ci on est à d'août 44, la douche, donc passage obligatoire. Hein. Donc là, vous voyez ces corps qui sont bah, pas du tout des corps subcissés, mais au contraire, on voit bien que ce sont des prisonniers, ils sont rasés, mais il y a une forme d'humour à les représenter de cette manière, avec les pieds dans tous les sens. Donc voilà. Première réaction, été 1940, Jean Texier, les fameux conseils à l'occupé. Alors, je pense que vous ne pouvez pas vraiment les lire, hein, mais donc c'est un réflexe qui date de l'été 40 et qui pose la question de savoir mais comment se comporter euh, face à l'occupant. Et le sous-titre de ces conseils à l'occupé, qui ont beaucoup circulé, hein, moi je les ai retrouvés dans la presse de la France libre, ça a été lu par semaine sur les ondes de la BBC. Donc ces conseils à l'occupé, c'est 33 conseils avec un tutoiement un peu familier qui pose la question de savoir mais quelles sont les normes de dignité à adopter face à un occupant qui a envahi vos rues, vos maisons, qui écoute à vos portes, qui fait la loi, qui a introduit sa propre loi, qui réglemente absolument tout. Comment se comporter face à ces nouveaux occupants? Quelle est la limite entre justement les supporter ou s'avilir et leur faire des courbettes et faire éventuellement commerce avec eux? Alors, le premier réflexe, c'est évidemment dire, comment dirais-je, dire la réalité autrement qu'elle est. C'est-à-dire dénier la défaite, enfin être dans le déni de la défaite, nier une réalité qui est pourtant accablante. Et l'un des conseils donne à regarder autrement cette occupation. Et ça, évidemment, c'est une manière de donner de l'espoir. C'est par exemple le conseil numéro 30, je ne pouvais pas le lire, c'est pas lisible, mais je vous le lis. Tu grognes parce qu'il t'oblige à être rentré chez toi à 23 heures. Précise. Innocent, tu n'as pas compris que c'est pour te permettre d'écouter la radio anglaise. Donc voilà, la manière, et tous les conseils sont comme ça, plein d'humour, je ne vais pas vous les lire, ils sont assez faciles, il faut les trouver. Mais en tous les cas, c'est une manière d'entrer en connivence, de faire contre-société, justement, une contre-société, c'est-à-dire une autre culture, un autre entre-soi. On est occupé, certes, mais ce n'est pas définitif. De toute façon, cette défaite n'existe pas, et puis eux, on ne les voit pas, ou bien on les voit sous des formes assez drôlatiques. Ce sont des touristes, des acheteurs. Vous voyez absolument pas cette Gestapo terrifiante dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des hommes, des femmes, ils arrivent avec des petits. Méfie-toi d'eux. Il n'y a pas d'amitié avec eux. Si on te demande du feu, oui, tu peux tendre la cigarette parce que ça, c'est un code d'honneur viril, justement. On donne du feu même à son pire ennemi. Mais pour le reste, si tu as oublié l'allemand, c'est pas très grave. Et si ton marchand de bretelles a écrit sur sa vitrine Mein spricht Deutsch, eh ben, va chez celui d'à côté, même s'il ne connaît pas la langue de Goethe, etc. C'est ça les conseils réputés. Et c'est à l'été 40, les conseils de Jean Texier, qui est par ailleurs dessinateur, et qui est l'un des fondateurs du mouvement syndicaliste, socialiste et chrétien, qui est Libération. Donc, on connaît tous les petits surnoms qu'ils ont eus, ces occupants, les Fritz, les Fridolins, les Dorifort, parasites de la Grande-Terre, voilà. On a fait des traités de maladies contagieuses, évidemment, on a brodé autour de la peste brune. Les Italiens aussi ont leur petit surnom, et celui qui revient le plus souvent, vous savez, quand De Gaulle parle, il dit la France est écrasée sous la botte allemande, mais sous l'escarpin italien, par exemple. Bon, là, ce sont les macaronis, donc 15 juin 1941. C'est une caricature de Kelm, qui est justement un dessinateur d'origine
une colonie d'Alexandrie, enfin qui est citoyen britannique et qui va travailler pour la France libre pendant toute la guerre. Et là, je ne sais pas si je vais vous l'agrandir un peu, mais enfin, de toute façon, je n'ai pas dit la suite. Voilà. Et pour ceux qui n'arriveraient pas à lire, je vais vous lire la. Oui, voilà. Ça s'appelle l'heure du communiqué au grand quartier général italien en Abyssinie, 15 juin 41. Alors, pour mémoire, les Italiens ont évacué l'Abyssinie en avril 1941, peu de temps avant cette caricature. Donc, évidemment, la caricature va vous donner un exemple de courage de ces soldats italiens qui sont attablés devant des spaghettis et toutes sortes de saucissons. Que fait notre splendide armée? Elle fout le camp. Très bien. Inscrivez. Nos vaillantissimes troupes, fidèles à leur tactique, ont par un magnifique mouvement de recul contraint l'ennemi à nous attaquer. Fin de citation. Donc là, vous avez évidemment une manière de faire perdre de leur superbe ces vainqueurs. Alors surtout les Italiens, les Français ont quelques problèmes avec la victoire italienne parce qu'ils n'ont pas vraiment statut de vainqueur, vu que l'armée italienne n'a jamais réussi à déboucher des cols des Alpes, mais a eu quand même une petite zone d'occupation qui va beaucoup s'agrandir après novembre 42, mais qui au départ est assez restreinte. Malgré tout, l'État français paye des frais d'occupation aux Italiens, et donc vous comprenez pourquoi les Italiens sont particulièrement visés par ce genre de blague. Mais donc, ces occupants qu'on a renommés, on les a relégués dans une autre réalité. C'est une manière de les expulser dans un temps irréel, et on ne peut pas vraiment les prendre au sérieux dès qu'on les appelle les macaronis. Donc, ce réflexe de défense, c'est une manière de préserver un espace de liberté et qui est un espace éminemment politique, évidemment. Comme le dit le général de Gaulle, quand il définit la résistance, moi j'aime beaucoup cette définition, c'est un discours à Londres qu'il a fait le 3 août 1940 et qui est moins connu que ses autres discours. Il dit, voilà, la résistance, c'est penser, vouloir, agir. Et il ajoute, dans l'immense bouleversement, ne valent, ne marquent, ne comptent que les hommes qui savent penser, vouloir, agir, suivant le rythme terrible des événements. Il ajoute, les autres seront balayés. D'autre part, pour creuser un peu, De Gaulle a beaucoup d'humour. Alors, je n'ai pas mis les points d'humour de Gaulle dans l'anthologie parce que ça aurait été trop important. Et puis, on s'est dit que ces discours étaient déjà connus et donc on ne les a pas mis. Mais moi, j'aime beaucoup ce discours du 11 novembre 42 qui tient à l'Albert Hall, donc il vient d'apprendre le débarquement allié en Afrique du Nord, auquel il n'a pas spécialement été convié, comme vous le savez. Et il dit, nous avons entendu quelquefois parler de territoires, de troupes, de groupements qui se sont ralliés à nous. Nous voyons arriver sans cesse des hommes qui ont tout bravé et surmonté pour nous rejoindre. Nous savons quel développement prennent, malgré la police, la prison, les poteaux d'exécution, nos vaillantes phalanges d'action. Et c'est l'occasion de rendre hommage au mouvement de résistance, combat, libération, franc-tireur, avant-garde. Nous mesurons le nombre de Français et des Françaises qui nous appellent avec ferveur. Mais quel territoire, quel groupement, quelles troupes nous ont quittés pour jouir des bienfaits de l'armistice et des douceurs de l'ordre nouveau? Où est la liste de ceux qui courent rejoindre Vichy? Qui s'est fait fusiller en confessant la collaboration? Quels sont les citoyens qui troquent leur croix de Lorraine contre le portrait du maréchal? En vérité, la nation plébiscite la France combattante tous les jours. Fin de citation. Donc cette manière, en fait, de rendre hommage à la résistance au moment où l'Afrique du Nord est libérée par les Alliés, mais sans le concours de la France libre, avec le concours des réseaux de résistance qui sont là, il le dit avec pas mal d'ironie. Et là, cette ironie, évidemment, elle n'a pas tout à fait le même sens que l'ironie qui est pratiquée en région et en territoire occupé. Parmi les moyens à disposition, donc on a compris en fait que le champ de bataille, c'est la langue, hein,
Et dans ce champ de bataille qu'est la langue, grâce à l'humour, on peut coder. On a créé un langage codé de cette contre-société clandestine. Alors, ce nouvel alphabet français a circulé sous énormément de formes. On le trouve partout, dans toutes les archives. Là, c'est quelque chose qui est daté du 26 juin 1941. Et je ne sais pas si vous arrivez à le lire. La nation abaissée, la gloire effacée, les places fortes occupées, les provinces cédées, le peuple hébété, les lois éludées, la justice éphémère, le prix des denrées élevé, la ruine achevée, la honte vécue, mais l'espoir est resté. Et alors, je trouve ce nouvel alphabet français particulièrement savoureux parce qu'en fait, on parlait des services de répression allemands, un allemand qui tombe dessus, ça n'est pas sa langue maternelle, pas vraiment. Je me dis, c'est un code, un jeu, je ne sais pas, c'est français. En tous les cas, ça garde ce mystère, ce nouvel alphabet français dont on trouve énormément de formes issues. Alors, l'un des autres moyens qui est très savoureux, c'est d'utiliser le langage du pétainisme pour le traduire en armes contre le pétainisme. Alors, vous connaissez tous cette chanson que tous les enfants de toutes les écoles, même au Sénégal, apprenaient, Maréchal, nous voilà. Sauf que c'est devenu une toute autre affaire. Et celui qui a écrit ce texte a fait de la prison, justement, alors pas pour ce texte-là, mais pour un autre poème tout à fait irrévérencieux, qui disait, c'est un acrostiche, si vous le lisez, enfin, les premières lettres verticalement, c'est merde à Hitler, mais en fait, non, mais c'est un poème à la gloire du maréchal, et donc ça a passé les services de la censure. Alors c'était extrêmement dithyrambique, et puis vous savez que c'était un genre, le maréchal recevait tous les jours des cadeaux, des lettres d'amour, des lettres d'admiration, des poèmes à sa gloire, enfin exactement comme Louis XVIII en son temps. Et là, la supercherie a été quand même découverte, et Julien Clément a fait de la prison, il a été interné à Montluc. Et donc, cet officier de musique des bataillons FFI de la Loire est connu aussi pour cette air connu, dit-il, bon, Maréchal nous voilà, c'est Maréchal les voilà. Donc, je vais vous en lire un extrait parce que je ne suis pas sûre que vous arriviez à le lire de loin. Vieux caduc à moustache ou jeune trou du cul, les uns à gueule de vache, les autres de cocu, c'est la Légion française. Voyez-la défiler, qu'importe, à Dieu le plaise, ça nous fait rigoler. Refrain, Maréchal, les voilà, c'est vendu, c'est héros d'apparence, Maréchal, les voilà. Du fureur, ils vont suivre les pas, Maréchal ne croit pas que ces ânes referont la France, bien trop belle pour ça, Maréchal, Maréchal, les voilà. Il y a un autre couplet qui dit « Et voici la milice, où se sont rencontrés les repris de justice, voyous et décavés, et paradant en tête, l'homme avide de sang, roi de la mitraillette, Darnan, chef de brigade. » Donc vous avez ce jeu assez savoureux, en fait, hein, qui consiste vraiment à reprendre eh bien, tous les clichés, je dirais, du maréchalisme pour les subvertir et en faire un chant anti-maréchaliste. Alors, il y a des déclinaisons, hein, il y a aussi Laval, les voilà, enfin, voilà, on a... c'est plutôt Laval, nous voilà, c'est décliné de manière très différente. Alors, l'humour est souvent assez noir, voire très noir, et on a toute une série de testaments clairs, de funérailles anticipées. Et là, alors vous notez que la croix gammée n'est pas forcément dans le bon sens. Ça, c'est une collection, bon, on ne sait pas, c'est anonyme, c'est pas daté, mais ça vient du musée de Bonduc, donc je leur rends hommage parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont trouvé beaucoup de documents. Et donc, pour ceux qui n'arrivent pas à le lire d'ici, c'est pas très lisible, je vous lis ce qui est écrit sur ce tract. Vous êtes prié d'assister au convoi service et enterrement de Monsieur Hitler Adolphe, décédé de mort subite par suite d'une ambition rentrée et d'une indigestion de tract, des profondis,
écrit en lettres gothiques, de la part de Göring, son bien-aimé, Goebbels, adjoint, Himmler, Ribbentrop, toutes ses tantes, sa sainte famille et ses peu nombreux amis, le service de la voirie est chargé des obsèques, nota bene, selon le désir du défunt, il ne sera accepté qu'une couronne, celle d'épines, honni soit qui pense, entre parenthèses, et fin de citation. Donc on a énormément de tracts de ce genre, hein. Il est toujours décédé d'un faux pas dans la manche, enfin, il lui arrive énormément de choses à ce monsieur peu d'amis. Mais cet humour noir est très présent. Et parmi les armes nazies à renvoyer contre les nazis, il y a celle du racisme. Le type arien, ça c'est un dessin que j'ai vu dans énormément de publications, qui est repris un peu partout, compris par la presse internationale, d'ailleurs, dans les magazines notamment. Vous voyez comme le type arien colle au physique des dignitaires nazis, un homme blond comme Claire, mince comme Göring et grand comme Goebbels. Donc je vous laisse évidemment savourer. Alors Hitler, on le voit toujours, enfin, la mèche et la moustache, on voit jamais ses yeux. Et donc évidemment, Göring ressemble toujours à une sorte de chimpanzé géant. Enfin, voilà, et Goebbels comme un minuscule. Donc voilà, vous voyez comme la théorie de la race aryenne peut être renvoyée et on voit les dignitaires tout à fait autrement, qui sont beaucoup moins terrorisants de cette manière. Alors, quand j'ai publié l'anthologie, je ne savais pas qui était l'auteur de ce dessin. Et j'ai reçu un courrier d'un historien allemand qui m'a envoyé un facsimilé de l'original. Et en fait, le dessinateur s'appelle Walter Trier et c'est un anti-nazi qui s'est réfugié en Bretagne et qui a été, qui s'est mis au service du ministère de l'Information britannique. Et en 1942, il a fait toute une série de dessins publiés sous le titre, enfin, après la guerre, hein, le nazi allemand en 22 leçons. Et donc ça, c'est la leçon 17. Et ce sont des tracts qui ont été envoyés par la RAF. Et c'est pour ça, en fait, qu'on les retrouve partout, hein. Là, vous avez la version anglaise et en couleur. Et c'est évidemment le même dessin qui a visiblement fait le tour du monde. Alors, dans les sources, moi j'ai été très impressionnée par le nombre d'images que j'ai trouvées. Alors plutôt dans la presse qui n'était pas imprimée en France, mais par les services de la France Libre. Et parmi ces dessinateurs, il y en a deux qui sont très importants, mais il faudrait y ajouter Walter Trier. Il y a une sorte d'international de la caricaturiste qui est en place, avec des thèmes qui sont souvent très importants. Par exemple, celui du masque et celui de la ressemblance. Souvent, on a comment dirais-je, une sorte de masque en série. Derrière le maréchal se cache Laval, et derrière Laval se cache Hitler, mais au point de temps en temps, on peut les confondre. Et alors, j'agrandis pour que vous voyez bien Laval, encore un coup de ciseau, et personne ne reconnaîtra plus le Bougnat. Et derrière, il y a un portrait du Führer dédicacé au Gauleiter Laval, son Führer. Donc vous avez compris que Vichy est comme une sorte intégrée en fait dans le Reich, avec un Gauleiter, et que là il ne s'agit plus du tout de collaboration, mais d'être complètement au service de l'Allemagne nazie. Et cette pose en fait où il va tailler sa moustache pour ressembler de plus en plus à son Führer qu'il admire tant, remarquez qu'il y a une croix gammée sur son miroir, puisque tout est à l'effigie de son œuvre. Donc, c'est aussi une manière de faire voler en éclats le discours établi, toutes les propagandes, que de dire, de manière beaucoup plus efficace qu'avec des longs discours, que Laval est le valet d'Hitler, et ça, c'est un thème très récurrent. Alors, le nom de Laval se prête évidemment à toutes sortes de papillons
Alors ça, je l'ai trouvé au musée de l'Ordre de la Libération, mais en réalité sur beaucoup d'exemplaires de la presse clandestine, on le retrouve. Une croix gammée qui évidemment intègre excellemment bien les initiales de Pierre Laval, qui est leur tête de Turc, hein, vous l'avez compris. Ensuite, parmi cette internationale des caricaturistes, il y en a un que j'aime particulièrement. Alors, je ne sais pas si ça vous pouvez le voir. Je vais l'agrandir au maximum. Voilà, je descendrai. Là, vous voyez mieux. Hein. Alors, Diran est parmi ces caricaturistes dont je vous ai parlé. Lui, il est d'origine arménienne. Et il va tenir une rubrique tout à fait régulière dans un journal qui est édité à Beyrouth. Diran, son vrai nom, c'est, attends, je vais retrouver, Diran Hadjemian, qui est un Arménien de la colonie libanaise, en fait, hein, parmi ceux de la diaspora libanaise, mais il est né à Istanbul, et il a une rubrique tout à fait régulière dans le journal de la Francide qui s'appelle En route et qui est édité à Beyrouth. Là, c'est un peu le même procédé. C'est la biographie d'Hitler, donc ce surhomme qui ne fait rien correctement. Au moment où il naît, alors, attendez, je vais agrandir. Vous arrivez à voir la première. Alors, 1889, le commentaire, vous voyez qu'il y a une cigogne qui apporte un bébé qui a déjà le bras tendu, hein, très bizarrement. Ouais. Comme dit Pierre Dac, c'est quelqu'un qui a, on se demande il vérifie s'il ne pleut pas. C'est comme ça que Pierre Dac, il a une sorte de geste de ne pas s'en empêcher, il fait précis. Vous voyez la tête que fait la planète quand il est né. Il est né le porte-malheur, dit la légende. Alors en 1910, il est peintre en bâtiment, il peint de manière, on va dire, assez cochonne. En 1914, c'est un caporal un petit peu rigide dans sa démarche, en tous les cas. Ensuite, il est en prison avec un gros boulet au pied en 1923. Il est en train, avec le coup d'État manqué, il est interné et il est en train de rédiger Mein Kampf. Et puis ensuite, il gonfle comme un ballon entre 1924 et 1932, toujours avec ce bras tendu. Et celui qui gonfle le ballon n'est autre que Göring. Ensuite, en 1933, la remise du pouvoir, dans un tout petit Hitler qui prête serment à Hindenburg, qui lui tend sur un plateau quelque chose qui s'appelle la Germanie, et toute la gamme des bons à rien. Là, le jeu de mots est facile. Donc, vous avez tous les dignitaires nazis que vous allez reconnaître, sans doute, Goebbels, Himmler, toujours Göring, Hitler en premier, évidemment. Ensuite, vous avez l'arrivée au pouvoir, et surtout dans l'inscription dans l'histoire allemande, puisque entre 1934 et 1938, derrière les portraits de Frédéric le Grand, de Bismarck et de Guillaume II, vous avez Hitler qui demande à ce que toute la planète se prosterne à ses pieds, toute la Terre, voilà, ira devant moi, dit-il. Ensuite, il va rendre hommage à Napoléon. Vous savez que la seule fois où Hitler visite Paris, il va aller se recueillir sur la tombe de l'empereur aux Invalides, c'est en juin 1940. Et là, il s'adresse à Napoléon en brandissant un sabre géant. Je dépasserai tes conquêtes. Et la statue de Napoléon lui répond imbécile. Ensuite, il est évidemment monté en puissance, monté dans le tour, si j'ose dire, la tour des Victoires, en 1940, avec une carte qui le dépasse. Et ensuite vient, je dirais, la décrue. Voilà, la Russie, avec le spectre de Bismarck qui lui apparaît et qui lui dit n'attaque pas la Russie ou tu y laisseras tes os. Et évidemment, il mène vers l'abattoir en 1941 tout son peuple qui sont, je ne sais pas si c'est des veaux, moutons, c'est plutôt des moutons, menés à l'abattoir avec le lancement de l'opération Barbarossa.
Donc en 42, la main qui étreint, alors évidemment vous avez toutes les puissances alliées qui vont se jeter contre lui. Ce qui est devenu l'espace vital, c'est devenu un immense cimetière avec Hitler au milieu qui s'arrache les cheveux. Et enfin, le ballon se dégonfle, 1943, les Nations Unies, à tel point que la planète entière l'expulse, l'ultime descente en piqué, c'est-à-dire qu'il est expulsé dans l'univers. Moi, je trouve mieux ici. Alors, toujours dans cette série de la quinzaine de tyrans, 15 janvier 1943, toujours une manière de présenter Laval comme beaucoup moins puissant qu'il n'est. Après l'assassinat de Darlan, Laval s'entoure de précautions. Alors, vous le voyez serré par une bonne garde de soldats nazis. Ensuite, son entrée triomphale à Berlin avec quand même un flingue dans le dos. Puis, la manière dont il collabore avec Hitler, c'est-à-dire qu'il a Hitler sur le dos. Le salut pour la France est dans la collaboration avec un cas. Enfin, l'Institut de race à Paris, vous savez, c'est le fameux Institut des questions juives qui était une sorte d'institut de raciologie, enfin, de racisme pseudo-scientifique. Et vous avez Laval en très simiesque, avec les portraits des modèles type d'Arien. Ça, c'est toujours un peu la même veine humoristique. Et enfin, pour terminer, la barque du Führer, en référence au tableau de Delacroix. Et donc, vous voyez tous les pays collaborationnistes, y compris la France, qui est là, avec Laval, toujours avec cette tête, qui sont en train d'essayer désespérément de monter dans la barque qui, de toute façon, n'a pas l'air d'aller très très bien. Donc voilà, vous avez des procédés qui ont à chaque fois une sorte d'économie, je dirais, parce que l'humour n'est pas bavard. Hein, la propagande, certes, les propagandes sont extrêmement bavardes, l'humour pas du tout. Et c'est ce que je trouve assez remarquable, c'est cette efficacité qui parfois se passe de mots. Ça par exemple, c'est un papillon dont on ne connaît pas vraiment ni l'auteur ni la date, et qui est un peu dans la veine de la potence que je vous avais montré tout à l'heure, et qui, voilà, toute ressemblance, évidemment, saute aux yeux, sauf qu'elle n'a même pas besoin de dire qui c'est. Enfin, un tract extrêmement rare, mais très efficace, que j'aurais voulu mettre sur la couverture du livre, mais enfin, l'éditeur a dit non, on va pas mettre le croix gammée, bien sûr. Mais je trouvais que c'était aussi détourné le symbole de la croix gammée, parce que ça devient, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont des bottes. Hein. Et Raus, ça veut dire dehors, et ça veut dire aussi on va remettre des coups de pied au cul, tout simplement. Donc, on a une efficacité dans un vocabulaire qui n'a pas besoin tellement de développement, avec cette idée que l'économie des moyens correspond aussi au peu de moyens dont on dispose, mais avec une efficacité tout à fait maximale. Enfin, parmi les derniers dessins que j'ai mis dans l'anthologie, c'est un dessin de 1945, donc vraiment c'est après la fin de la guerre, la race des seigneurs, lisez seigneur comme saigner, avec évidemment une armée de soudards. Et on est là encore très loin de la race supérieure, avec ce carnage, je dirais, mais ce carnaval aussi, dans la manière dont on représente ces fameux 20. Alors, pour terminer, défaire la puissance, c'est, on a bien compris, dénier la réalité de cette occupation, expulser les vainqueurs, c'est tout l'arsenal en fait dont on dispose. Et parmi les moyens mis en œuvre pour défaire cette puissance, il y a les têtes de traîtres. Alors, on parlait de trahison tout à l'heure avec Guillaume. Alors, eux, ils ont un palmarès de traîtres qui ne sont pas du tout ceux auxquels on pense. Ce mot étant quand même à double ou triple sens. Le festival de traîtres, alors vous avez un classement très, très clair. Le maréchal est plutôt épargné. Hein, il ne figure pas parmi l'arsenal des personnalités dont on se moque.
Par contre, vous avez compris que Laval était le premier, mais ensuite il y a Darlan, ensuite il y a Darlan, le chef de la milice. Et donc pour Laval, il y a une charade que j'aime beaucoup qui est parue dans le journal Combat, l'édition de la région lyonnaise, en décembre 1942. C'est une charade. Laval est un menteur. Mon premier est un menteur. Mon deuxième est un menteur. Mon troisième est un menteur. Mon quatrième est un menteur. Mon tout est un menteur. Ce n'est pas Hitler. Qui est-ce? Mais Pierre Laval, bien sûr. En effet, Pi parce que piment, R parce que errement, lave parce que lavement, al parce que allemand, on s'en doutait. Et donc ça, dans le très sérieux journal Combat, qui est le grand mouvement de zone nord mené par Henri Freinet, qui est un petit peu, enfin, qui passe pour être un modèle d'organisation, ou en tous les cas, un mouvement qui a initié les premières idées pour la constitution de l'armée secrète, notamment Henri Freinet, qui a été parmi les résistants qui ont été, comment dirais-je, convertis à l'idée d'Europe, pas l'Europe nazie, mais l'Europe des résistants, et qui avait plaidé auprès du général de Gaulle pour qu'il y ait une médaille de la résistance européenne qui soit éditée à Londres, une maison de la résistance européenne à Londres. Et donc, vous voyez que cette charade, finalement, donne un condensé d'action, une action qui est bien sûr politique, sans forcément être partisane dans le sens du terme, c'est vraiment un geste politique. Et vous voyez comment l'humour, c'est quelque chose qu'on doit prendre très au sérieux, d'où ça nous fait encore rire. Alors, la sélection que j'ai faite, il fallait que l'humour soit encore compréhensible aujourd'hui, c'est peut-être trop d'explications. Mais c'est vraiment très puissant parce que ça s'appuie sur une culture populaire dont les Français ont les codes, que ce soit les Français de l'étranger ou les Français en France. Mais c'est aussi quelque chose qui est savamment subversif. D'abord parce que ce sont des choses que l'on reconnaît et que l'on peut mémoriser très facilement. Alors quelque chose qui est très connu, Radio Paris est allemand, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, là, tout le monde s'en souvient. Et donc, cette petite charade qui apparaît dans un numéro où par ailleurs on a de grands programmes européens, de grands programmes pour la libération, où on dénonce constamment les exactions de la collaboration, eh bien, ça n'est pas quelque chose d'anecdotique, mais c'est un vrai ciment. Parce qu'autant l'humour est universel, et autant il universalise la résistance. Vous voyez, là, on n'a pas de problème d'être royaliste, d'être socialiste, d'être communiste. C'est quelque chose qui va unir. Et cette hiérarchie de la trahison, dans cette hiérarchie, le deuxième, c'est Darlan, le puissant animal, qui est quand même celui qui a le plus de sobriquets. Parce qu'autant Laval, il a des dessins, il a une croix gammée, etc. Mais Darlan, il a une flopée de surnoms, mais peut-être presque autant de fonctions, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été le plus cumulard dans les fonctions. Donc je vous rappelle qu'il a été au pouvoir entre février 41 et avril 42, donc avant le retour au pouvoir de Laval. Il est vice-président du Conseil, il est ministre secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à la Marine, à l'Intérieur, puis ministre de la Défense nationale jusqu'au remaniement d'août 41. Donc, à ce cumul de fonctions, eh bien, les résistants vont lui donner un cumul de surnoms, notamment des surnoms qui sont donnés tout de suite dans toutes les publications de la France libre. Alors, c'est l'amiral Courbette, les élèves aspirants du camp Colonna d'Ornano, les Sirards de Brazzaville, qui se sont ralliés au général de Gaulle, ils ont un journal qu'ils éditent qui s'appelle La Catapulte. C'est un journal qui a circulé dans les milieux des Français libres assez vite, dès 1941. Et alors, c'est lui leur cible principale. Donc j'ai recensé en fait tous ces surnoms. Alors, coup de pied occulte, l'enseigne du Justo, la mauvaise mine flottante, l'enfant de Pétain, le vichien dressé, le donneur de sang, la morale de la flotte, le sous-marin, le sinistre de la marine,
l'ami rallié, etc., etc. Il y en a encore plein d'autres. Donc voilà, c'est le deuxième. Alors, l'antisémite commissaire aux questions juives, enfin, ils ont tous été antisémites, mais enfin, celui qui a la palme de l'antisémitisme, c'est Darguet Pellepoix. Et Darguet Pellepoix, donc, qui a été en poste à la tête du commissariat général des questions juives entre mai 42 et février 44. Alors, dans la presse clandestine, il devient Darquois de Pellepied ou Darpier de Pellepoix. Et donc voilà, rien que ces inversions de noms, ça se passe du commentaire, on comprend très bien voilà, le peu d'amitié, le peu de respect qu'on lui voue. Enfin, l'humour a quand même été un témoignage aussi, et dans les textes que j'ai choisis, je n'ai pas oublié de faire figurer un extrait du Bar aux Enfers, qui est cette opérette écrite arabe par Germaine Tillon, et qui a été réédité récemment, et dont l'original d'ailleurs se trouve au musée de la Résistance à Besançon. Alors pourquoi justement on parlait des questions de torture, c'est dans le Bar aux Enfers, hein, c'est tout l'engagement des femmes, la façon dont elles ont été arrêtées, pourquoi elles ont été arrêtées, comment elles ont été torturées. C'est dit sur un ton très humoristique, mais on comprend très bien ce que ça a été. Et là, ben, c'est contemporain en fait de l'internement, et ça a été cet opéra comique qui est finalement une œuvre inachevée, clandestinement composée évidemment, parce que c'était aussi une revue, hein, l'opéra revue. Et ça a été monté pour la première fois au Théâtre du Châtelet en 2007. Et c'est un texte qui a été voilà, exhumé. Alors, brandir l'humour contre la barbarie, ça, évidemment, ça a été aussi un réflexe des internées elles-mêmes. Mais donc voilà, en fait, si vous le lisez, c'est toutes les activités de la résistance des femmes qui sont déployées avec bon, les papiers, les parachutages, et tout sur un fond d'humour qui est très, très intéressant. Une manière de mettre en musique la résistance de ces femmes et d'aborder le quotidien infernal de ces camps comme celui de Ravensbrück. Donc vous comprenez bien que l'humour a énormément de fonctions que je trouve extrêmement importantes, qui, voilà, c'est un rempart contre la barbarie. La limite, c'est qu'on ne se moque jamais des victimes. Et ça, voilà, on peut pas. Est-ce qu'on peut rire de tout? Oui et non. Pas des victimes, en tous les cas, il n'y a jamais de moquerie sur les victimes parce que voilà, c'est pour donner de l'espoir, mais c'est aussi pour donner de la vitalité. C'est-à-dire, c'est tourné vers la vie. Hein. C'est cette vitalité contre la mort, hein. Sachant que c'est un domaine de recherche que j'ai entamé il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 2-3 ans. Il reste énormément de questions. Oui, là, je suis en train de terminer. Il reste énormément de questions. Comment c'est fabriqué? Comment ça circule? Ça, je vous avoue que j'ai pas d'informations là-dessus. Je suis très contente de découvrir l'auteur d'un dessin que j'ai vu X fois dans tel ou tel journal, parce qu'évidemment, on n'a pas mis son nom. Mais enfin, je vous fais pas. Voilà. Pour terminer, j'ai trouvé ce qui avait résumé finalement toutes mes recherches, et je l'ai trouvé par hasard au musée de la Résistance de Besançon, où j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps. C'est le fanion du maquis de Morval, dans le Jura, qui dit absolument ce que je voulais dire. Donc c'est ma conclusion. Notre peau peut-être, notre sourire jamais. Pas des ordres. Vous l'avez dit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Comment vous expliquez que le maréchal Pétain a été épargné? Alors, il n'a pas vraiment été épargné, mais ce n'est pas la tête de turc principale. Il y a des caricatures de Pétain comme celui qui est faible, mais le collaborationniste, c'est Laval. Alors, moi, je comprends qu'il ait été relativement épargné parce que d'abord, beaucoup de mouvements de résistance ont d'abord été maréchalistes, combat par exemple, avant de se sentir trahis.
C'est une immense figure, le maréchal Pétain. Hein. C'est l'un des derniers maréchaux victorieux de la Première Guerre mondiale. C'est celui qui, dans l'entre-deux-guerres, passe pour républicain. Léon Blum dit, mais c'est celui qui est le plus républicain, le plus humain de nos chefs de 14-18. Il a été à l'origine de toute la défense française dans l'entre-deux-guerres. La ligne Maginot, c'est très largement lui, hein, pas lui tout seul. Et donc, il y a une sorte de figure paternelle, christique, qui n'est pas complètement déverrouillée à ce moment-là. Et sans doute, on préfère exalter la puissance de Gaulle, positivement exalter la puissance de Gaulle. Par exemple, la poudre contre les parasites, c'est la gaulite, hein, voilà, ou c'est les boulets envoyés par la RAF. Enfin, il y a énormément d'images de ce genre. Et je pense, oui, le maréchal Pétain n'est pas le plus ciblé. Alors évidemment, c'est Laval qu'on voit avec les Allemands, et c'est Laval qui justifie tout ce qui est injustifiable, c'est Laval qui le justifie. C'est lui qui fait des discours au moment de la relève, en juin 42, pour dire « Je souhaite la victoire de l'Allemagne, sinon partout, les bolcheviks s'installeraient en Europe ». Donc c'est lui qui est le plus avancé. Et Laval, à l'automne 43, plutôt pardon, Pétain à l'automne 43, essaye de se défaire. Alors c'est la deuxième fois qu'il essaye de se défaire de la tutelle allemande, et Laval passe pour être évidemment cette courroie de transmission la plus importante. Et le maréchal essaye en fait de prendre du recul à partir de l'automne 43, quand il se déclare en grève du pouvoir, etc. On comprend quand même que le maréchal est assez prisonnier à partir de novembre 42, hein, qu'il est sous tutelle. Et enfin, dernier argument, c'est toujours, vous savez, le roi qui a des mauvais conseillers. Donc Laval, c'est le mauvais conseiller du roi. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai compris en tous les cas. Oui, d'un faisceau de raison. Donc, mais je pense que peut-être qu'ils sont victimes de la propre propagande, que peut-être comment se présenter. C'est peut-être celui qui apparaît comme le moins au pouvoir. C'est une explication. Oui. Bon, alors maintenant, je n'ai pas été exhaustive, je n'ai pas regardé, enfin, je n'ai pas rassemblé une documentation exhaustive, et peut-être que en prenant tout le corpus assemblé à l'humour, on aurait un autre sondage, mais il me semble que c'est quand même Laval qui est le plus en lumière. Mais moi, je le comprends comme étant celui qui est le plus exposé. Et le fait est qu'il y en a un qui est à la libération fusillé, et l'autre condamné à mort, mais pas exécuté, en fait. C'est une grande cas aussi. Quand je dis qu'il est épargné, Pétain, c'est vraiment relativement fluide. En tout cas, dans le hit parade des prêtres, c'est pas bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, bah, très bien. Ah, oui. Je pense que vous, il y a un intellectuel Ah, oui. C'est très évident, ben oui, bien sûr. Alors moi, je ne l'ai pas étudié, c'est le contre-humour-là, mais parce qu'il m'intéresse moins, il n'a pas la même puissance, mais évidemment qu'il y a des blagues antisémites, des blagues anticommunistes, des blagues de toutes sortes, mais il n'y a pas d'études là-dessus à ma connaissance. Quand même, dans la propagande antisémite, qui est soi-disant rigolote, on a quand même des caricatures très très connues. Et à toute la thèse de Christian Delporte sur l'écriture de la propagande, qui manie l'humour à des fins de propagande, luthiste ou collaborationniste. Mais moi, je ne l'ai pas étudié. Et c'est pas un contre-humour. Je pense que c'est quand même, ils sont du côté des plus forts, hein, les autres. Enfin, les vichistes, les collaborationnistes, les pro-nazis pensent quand même être tenus au moment, si je veux dire. Donc l'humour n'a pas tout à fait la même fonction, mais bien sûr, vous les connaissez toutes, enfin tous, ces dessins antisémites qui sont soi-disant drôles. Moi, ça, j'ai pas étudié ça, mais parce que c'est plus connu en fait. Ils ont fait des expositions entières, hein, le Juif et la France, c'est des caricatures. Hein. C'est pas forcément drôle, mais c'est des caricatures.